Bonsoir à tous, mardi 19 septembre, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de cette édition. Il souffle sa 30e bougie. Le village d'enfants SOS de Plaisir a fêté son anniversaire ce week-end. Depuis sa création, le lieu a accueilli plus de 150 enfants réunis en fratrie, privés de cellules familiales. Nous recevons à ce propos Aurélie Roty, chef de service éducatif de SOS Village d'enfants. La soirée des réussites, c'est le nom de cet événement créé à Trappes en 2004. Chaque année, la ville yvelinoise y récompense sa jeunesse méritante sur le plan scolaire, artistique, professionnel ou sportif. Retour sur l'édition 2017. Enfin, un salon pour les fans de jeux vidéo. La première édition du Montigny Games Day se tenait samedi dernier. L'occasion de jouer sur des consoles dernière génération, mais aussi de replonger quelques années en arrière. Avant de développer ces titres, la mobilisation des salariés de Sépure à Thiverval-Grignon. Environ 200 personnes hier ont manifesté devant les locaux de la société de traitement d'ordures ménagères. Motif, protester contre le licenciement abusif d'un de leurs collègues. Le syndicat FO du site avait appelé à une grève illimitée la semaine dernière. Reprise du travail aujourd'hui. Un rendez-vous est fixé avec la direction ce jeudi. Après la CGT la semaine dernière, nouvelle réunion d'échange ce soir au sujet de la loi travail. Cette fois-ci, c'est le mouvement du 1er juillet qui organise ce rendez-vous. Le comité d'élan court du parti, lancé par l'Yvelinois Benoît Hamon, propose la rencontre à partir de 20h. C'est à la maison de quartier de Villedieu. Propos recueillis par Léa Rège. À la fois, c'est pouvoir apporter des éléments de clarification sur les principaux axes de la loi travail, et puisqu'elle va changer pour les Français de manière assez concrète, et puis en même temps, quel projet alternatif nous on peut porter au niveau du mouvement du 1er juillet, puisqu'on a évidemment un projet assez construit en matière de travail, d'économie, d'emploi. Donc l'idée, c'est aussi de montrer qu'il y a une alternative à ce qui est proposé par le gouvernement. On reçoit sur ce plateau Aurélie Roty, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de service éducatif de l'association SOS Village d'enfants. Justement, le village d'enfants SOS de Plaisir a fêté ses 30 ans ce samedi 16 septembre. Ouvert depuis 1987, il accueille des fratries dans le cadre de la protection de l'enfance. Je vous propose de regarder ce reportage de Nicolas Dandry. Jour de fête pour le village d'enfants SOS de Plaisir. Un anniversaire célébré avec tous les acteurs de cette association. Présente notamment Marie-Claude, engagée depuis 5 ans au SOS Village d'enfants. Elle s'occupe actuellement de 2 fratries et 2 autres enfants. 4 adolescentes de 14 à 18 ans, 2 garçons de 9 et 10 ans. On organise des jeux, on part en vacances ensemble. Il y a beaucoup d'humour aussi sur la maison. C'est des enfants qui sont remplis d'humour, d'imagination et c'est vrai qu'on s'amuse bien. Comme une maman, je m'occupe de tout, ce qui concerne leur bien-être, la scolarité, les soins, les loisirs, comme une maman. La cause des enfants, c'est une cause qui me tient à cœur et j'ai tout le temps... Enfin, l'enfant de maintenant, c'est l'adulte de demain. C'est peut-être aussi un côté politique. Âgée de 20 ans, Julie Bila est arrivée en novembre 2005 avec ses 5 frères et sœurs. Pendant les vacances scolaires, on allait souvent dans la famille même de notre éducatrice familiale. Donc ça nous a permis de faire partie de la famille. D'ailleurs, on les appelle tous papy, mamie, tata, tonton. Ça m'a permis de mieux grandir, je pense, que dans le cadre de ma famille. Ça m'a permis de resserrer les liens fraternels avec mes frères et sœurs et on a un lien très soudé. Le village d'enfants SOS de Plaisir est situé dans le quartier de l'Aqueduc. 15 maisons, 10 occupées par des familles, 54 enfants sont accueillis. La mission de l'association, conserver le lien entre frères et sœurs pour les enfants placés dans le cadre juridique de la protection de l'enfance. Tout enfant, quel qu'il soit, quelle que soit sa situation, s'il a des frères et sœurs, ces frères et sœurs viennent là dans l'histoire familiale et nous privilégions cela, ça nous permet de déconstruire en quelque sorte cette histoire-là pour mieux reconstruire l'avenir. En France, près de 1000 enfants vivent dans les 14 villages d'enfants SOS. Cette ONG est présente dans 134 pays dans le monde. Aurélie Roty avec nous sur ce plateau pour réagir à ce sujet et parler de l'association SOS Village d'enfants. On le voyait dans ce reportage, les enfants sont accueillis sur ces villages en fratrie. On sent que ça revêt un caractère primordial, finalement, de ne pas être séparé de ses frères et sœurs. Ah oui, c'est une valeur vraiment soutenue par l'association SOS Village d'enfants. Pour nous, c'est les enfants qui vivent un placement, c'est déjà quelque chose d'extrêmement douloureux. Et c'est vrai que les bases du projet SOS Village d'enfants, c'est de pouvoir permettre aux enfants de ne pas être séparés dans le cadre d'un placement et de pouvoir grandir ensemble. C'est leur noyau familial qui est maintenu.
Et qui sont-ils ces enfants? Ce sont des orphelins, des enfants abandonnés, privés finalement de cellules familiales? Oui, alors au niveau des villages d'enfants, on accueille principalement donc, des enfants qui sont placés donc, sur des longues durées, donc des placements judiciaires principalement. C'est des enfants qui ont subi des maltraitances graves. On accueille également des enfants pupilles de l'État, donc soit parce qu'il y a eu une déchéance totale d'autorité parentale, soit parce qu'ils sont tout simplement orphelins. Très bien. Voilà, donc au niveau des familles, il y a un maintien forcément des liens avec la famille dans la mesure du possible, mais en fonction des droits qui sont accordés par le juge des enfants. Et sur ce village, ils vont y passer toute leur jeunesse. Comment ça se passe? Ça va vraiment dépendre des situations, mais c'est vrai qu'on a une durée de placement qui est quand même assez longue, de 7 ans sur le village d'enfants de plaisir, mais on a des enfants qui peuvent rentrer à l'âge de 2-3 ans et ressortir à la majorité, voire plus. Et comment se déroule justement leur passage sur place? Que vont-ils pouvoir, de quoi vont-ils pouvoir bénéficier dans ces villages SOS d'enfants? Alors, vraiment, l'important, c'est de pouvoir les aider à grandir et à se construire malgré le parcours déjà difficile qu'ils ont pu avoir avant le placement. Donc, on va les aider à se reconstruire, à grandir et essayer de mettre un maximum de choses en place pour qu'ils puissent sortir et démarrer leur vie d'adulte dans de bonnes conditions. Alors après, c'est surtout la base du projet de l'association qui fait qu'on est une association de la protection de l'enfance un peu particulière par rapport aux valeurs qui sont défendues. Donc déjà l'accueil des fratries, puisque dans de nombreux établissements de la protection de l'enfance, les enfants sont séparés du coup de leurs frères et leurs sœurs, puisque ça fonctionne plus par groupe de tranches d'âge. Donc nous, on maintient vraiment les frères et les sœurs ensemble, on essaye de les faire vivre ensemble au sein d'une même maison et on défend un mode d'accueil de type familial. C'est-à-dire qu'au niveau d'un village d'enfants, vous allez avoir différentes maisons où vont travailler du coup une mère SOS et une aide familiale en binôme. Donc la mère SOS va vraiment être, je dirais, le relais affectif pour l'enfant. Elle va prendre en charge finalement ces jeunes, c'est ça? Voilà, au quotidien. Donc elle va travailler entre 3 et 4 semaines par mois et après être relayée pendant quelques jours de repos par l'aide familiale. Et on va vraiment essayer de leur offrir une vie de type familial comme ils auraient pu l'avoir dans une famille ordinaire. Donc aller à l'école du coin, s'inscrire à des sports, pouvoir inviter des copains, des copines à la maison, aller chez d'autres enfants, essayer vraiment de leur permettre d'avoir une chambre, une petite maison, comme tout enfant, et d'être sur quelque chose de très très familial. C'est important pour nous. 14 villages SOS dans toute la France, vous me le disiez tout à l'heure. Oui, le 15e se construit, il est en cours de construction, oui. Et donc, bien, parmi ces 15 villages, celui de plaisir, 57 fratries ont été accueillies sur ce village depuis 1987. Ça représente environ 153 enfants. Quel est le but au final quand le jeune va sortir de ce village, quand il va arriver à sa vie de jeune adulte? Qu'est-ce qui fait finalement que vous dites, voilà, j'ai réussi ma mission pour le lancer dans la vie finalement? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? On a pu voir dans le reportage, quand on voit Julie, je pense que voilà, c'est un peu le résultat de tout ça. C'est toute l'énergie qui est mise au quotidien auprès de ces enfants et eux aussi, toute l'énergie et la force qu'ils vont aller puiser pour pouvoir avancer dans la vie et puis quitter le village avec un toit, avec un travail et du coup démarrer une nouvelle vie pour eux. C'est important. Là, on a réussi. On peut s'imaginer au moment où le jeune quitte le village, peut-être un déchirement avec la mère SOS, mais aussi une fierté peut-être du devoir accompli. On peut parler de fierté aussi. Il n'y a jamais de déchirement parce qu'il y a toujours un maintien des liens. Une mère SOS, généralement, il y a tellement d'implications de sa part, puisqu'elles accompagnent quand même les enfants dans la durée, qu'il y a toujours un maintien du lien et que les jeunes vont revenir sur le village de toute façon spontanément pour la voir et l'inviter à son mariage, venir montrer leurs propres enfants. Il y a toujours un maintien du lien avec le village. Ouais, le lien est créé pour toute la vie, finalement. Oui. Dernière question, 30 ans pour ce village SOS d'enfants à plaisir, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? D'aller au 40e, je pense, ça sera une bonne chose, voire plus. De continuer, on va s'agrandir et de continuer à accueillir des enfants et que l'ensemble de l'équipe puisse continuer à aider de nombreux enfants. Merci Aurélie Rottier d'avoir été avec nous. Merci Je rappelle, chef de service éducatif à l'association SOS Village d'enfants. Et pour plus d'informations sur l'association et ses villages, vous pouvez consulter le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. 13 ans qu'elle existe, la soirée des réussites 2017 a eu lieu à Trappes, créée en 2004. Elle récompense les jeunes méritants de la ville yvelinoise. Cette année, 150 trappistes ont été ainsi distingués pour leur succès scolaire, professionnel, artistique ou sportif. Mélanie Poquet sur des images de Mickaël Elmidoro.
Ils ont eu une mention au brevet ou au bac, sont devenus infirmiers, se sont illustrés comme sportifs ou se sont engagés dans l'humanitaire. Vendredi soir, ces trappistes ont été récompensés par la ville lors de la soirée des réussites. Je suis content d'être ici et savoir que tout le travail que j'ai fait, au moins il est récompensé, que j'ai pas fait ça en vain. C'est quand même valorisant de pouvoir déjà partager sa réussite avec les autres et de voir que à Trappes, il y a beaucoup de jeunes comme ça qui réussissent. On a commencé la première soirée des réussites avec une quarantaine de jeunes. Nous en sommes là à 150 sans avoir changé les niveaux et les critères qui font qu'on a une récompense, au sens noble du terme, à cette soirée de la réussite. Cette année, la soirée était parrainée par Ahmed Hagne, fondateur et directeur éditorial de Kiun, une maison d'édition de manga. Aujourd'hui, je vais leur parler un petit peu de mon parcours, de ce que je fais, et sans m'ériger en modèle pour autant, parce que je pense qu'il n'y a pas un modèle de réussite. Il y a plein de manières d'envisager son avenir personnel et professionnel. Et voilà, le mien, c'en est un parmi d'autres, et j'espère que certains d'entre eux peut-être trouveront quelconque inspiration, on va dire. Les lauréats se sont vus remettre ce soir-là un ordinateur portable ou encore des bons d'achat. Depuis sa création en 2004, plus de 2000 jeunes ont été récompensés. Toujours à Trappes, des éducateurs spécialisés dans les collèges Le Village, Yuri Gagarine et Gustave Courbet. Comme dans 9 autres établissements des Yvelines jugés sensibles, ils sont mandatés par le conseil départemental depuis la rentrée. Leur mission, renforcer la prévention auprès des jeunes et faire le lien avec les parents et les dispositifs locaux. Ce dispositif est testé pendant 1 an. Et nous vous parlions hier des chéquiers avantages, opération lancée à Maurepas pour booster le commerce local. Cela pourrait aider par exemple cette nouvelle boutique, Le Coin de Sommelier, inaugurée la semaine dernière. C'est une aubaine pour le dynamisme du centre-ville. Patrick, Jacques de Dixmude et Léa Rège. Des journaux, des magazines, du vin et de la charcuterie dans une même boutique, c'est possible. Et c'est le pari que se sont lancés Hugo Roux et son père avec le sommelier du coin. Avant de s'implanter, il a fallu étudier le potentiel du quartier. On a vu que 74% de la population des Morpasiens souhaitait avoir un caviste bar dans le centre de Morpaille, qui est un centre assez, pas délabré, mais on va dire à partir de 17h le soir, il n'y a plus personne car il n'y a que des banques. Donc nous, notre objectif avec cette étude de marché, c'était de prendre le pari de redynamiser ce centre et de pouvoir avoir un moment convivial avec les gens qui puissent venir partager un moment convivial entre un bon verre de vin et une bonne assiette de charcuterie et qui puissent remporter chez eux de bons souvenirs. Ils étaient près de 150 amateurs et curieux à l'inauguration de ce double commerce inédit. L'idée aussi qu'on ait ce 2 types de commerce, dont un nouveau qui n'existait pas sur Maurepas et qui est une offre toute particulière, donc qui, je l'espère, va aussi avoir un rayonnement au-delà de Maurepas et bénéficier avec le dynamisme de la presse. Donc c'est une bonne idée et c'est aussi un service de proximité parce que nous avons une population aussi qui vieillit à Maurepas. Redynamiser le centre-ville et ses commerces, une priorité pour la ville. Mon rôle aussi en tant que maire avec mon adjointe au commerce, c'est de travailler avec les propriétaires, de voir avec eux quels sont les loyers qu'ils pourraient faire, de négocier aussi avec eux pour que les loyers souvent doivent aller à la baisse, pour éviter qu'on ait des banques ou des agences immobilières encore qui viennent s'installer en centre-ville. À Maurepas, le taux de vacances est inférieur à 10% selon la municipalité. Vous l'avez sans doute ressenti, le temps est beaucoup plus frais ces derniers jours et la baisse des températures impacte directement les personnes sans abri qui souffrent de cette baisse des températures. Pour leur venir en aide, l'opération Pièce Rouge vient d'être lancée pour récolter des fonds. Pour en parler avec nous, Rachid Farid, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et le président de l'association Élan Solidarité Vélizy qui est à l'origine de cette initiative. Première question toute simple, pourquoi lancer l'opération Pièce Rouge ? En fait, l'opération Pièce Rouge était le moyen le plus simple pour nous de récolter des fonds en fait, afin d'aider les sans-abri directement. On s'est dit comment on peut récolter des fonds en faisant participer le maximum de la population. Et là, on s'est dit les pièces rouges qui encombrent généralement nos poches serait le moyen idéal pour aider les sans-abri. Les pièces rouges, ça fait référence bien sûr aux pièces de 1, 2, 5 centimes, mais on peut mettre d'autres pièces ou même des billets dans ces urnes. Bien sûr, ceci étant la première opération qu'on a faite, on a pu récolter environ 45 kilos de pièces rouges qui représentent pas loin de 400 €.
Et ce qui prouve bien que les petites pièces de 1, 2 ou 5 centimes, pour nous, est un gain énorme pour la suite de l'assaut. Alors si on parle de votre parcours, vous êtes sapeur-pompier professionnel des Yvelines, également athlète de haut niveau. Comment peut-on expliquer votre engagement finalement pour les sans-abri? Ça vient d'où cet engagement? Bon, en fait, en toute franchise, ça m'est venu réellement sous un état de conscience lors d'un de mes entraînements cet hiver, l'hiver dernier, où je participais à ma séance de côte et j'ai eu les mains tellement congelées que je n'arrivais pas à faire mon lacet. Et là, j'ai eu ce moment de conscience qui m'a dit, mais comment font les gens qui vivent dehors? Le fait que je sois sapeur-pompier ou athlète n'a pas de lien dans l'aide des sans-abri. Et en fait, ça m'est venu réellement comme ça. Au jour d'aujourd'hui, j'ai un peu de mal à l'expliquer. D'accord, oui, c'est une expérience personnelle. Alors l'opération Pièce Rouge a été inaugurée le 9 septembre dernier, lancement officiel en présence du maire de Vélizy, Pascal Thévenot. C'était lors du forum des associations, en présence également de la direction des pompiers des Yvelines. De quelle manière ces fonds que vous avez récoltés, que vous allez récolter, vont-ils pouvoir aider les sans-abri? Ça va servir concrètement à quoi ces fonds? Tout simplement, le premier projet qu'on a réellement pour les sans-abri, c'est de pouvoir nous déjà avoir un moyen de locomotion pour pouvoir les aider. Donc l'opération Pièce Rouge va nous permettre d'une part d'avoir ce premier moyen de déplacement, mais surtout de pouvoir en fait créer des kits hygiène. Donc il faut savoir que les kits hygiène, ça représente environ 5 € par kit et par personne, ce qui fait qu'on pourra au moins leur donner le maximum de dignité à la valeur humaine. Ça, c'est une importance de la dignité, de pouvoir rester propre, c'est quelque chose de primordial qui aussi aide au quotidien. C'est exactement ça. Une personne qui vit dans la rue, malheureusement, elle a tous les inconvénients de ce qui se passe dans la rue. Et le fait que nous, on leur apporte en fait cette dignité humaine qui est perdue et qui est au fond de leur personne, leur permettre de peut-être mieux subir les dangers de la rue, en fait. Alors concrètement, comment fait-on pour donner de l'argent? Vous avez parlé d'urnes qui peuvent être disponibles dans plusieurs endroits. Est-ce que, à l'instar de l'opération Pièce Jaune, par exemple, on peut récupérer son urne et faire aussi notre collecte dans une école, dans notre entreprise, dans notre club de sport? C'est possible? Oui, en fait, justement, on est avec le SDI 78, donc les sapeurs-pompiers, le service départemental. On va mettre cette opération au sein du département des Yvelines. Le maire, M. Thévenot, nous a autorisé la mise en place des tirelires au sein des commerces et de la ville de Vélizy. D'accord. Et on a plein de petits projets justement en espérant que la région va nous soutenir dans ce projet de mettre des tirelires un peu partout dans la région. Ouais, l'idée c'est de lui donner peut-être un écho, vous l'avez dit, départemental, régional, voire un jour national peut-être, c'est votre souhait? C'est notre souhait, c'est le souhait que ESV veut mettre en place, c'est réellement d'aider le maximum de sans-abri déjà dans notre région, mais pourquoi pas être comme la Croix-Rouge un jour. Et c'est notre but de pouvoir démarrer tout petit et peut-être un jour pouvoir être grand dans la société française. Et d'avoir le soutien du maire de Vélizy, des pompiers des Yvelines, du conseil départemental, c'est, j'imagine, aussi important pour donner de l'élan, donner de l'écho à ce projet, à cette initiative. Pour moi, c'est super important que M. Thévenot, le maire de Vélizy, nous soutienne. On a aussi le soutien du député M. Barraud aussi, qui nous soutient. Barraud, bien évidemment. Député de la 2e circonscription des Yvelines. Complètement. Je me suis entretenu longuement avec lui. On a le soutien de directeurs départementaux, sapeurs-pompiers de chez nous, mais aussi en France, qui attendent qu'une chose, que le développement chez les pompiers de l'opération Pièce Rouge se passe bien, pour pouvoir mettre tout ça au niveau national. Lancé donc le 9 septembre dernier, jusqu'à quand peut-on donner pour cette opération? On a trois événements majeurs qui arrivent. Donc le vide-grenier de Vélizy, on aura notre tirelire, on aura le Run and Bike de Vélizy, donc ce sont des événements sportifs dans Vélizy, et le 10 km de Vélizy, on aura cette tirelire géante qui va pouvoir aider les sans-abri. Et pour suivre bien sûr toute l'actualité et suivre ces rendez-vous, ne pas manquer ces rendez-vous, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de l'élan Solidarité Vélizy qui s'affiche en bas de l'écran pour nos téléspectateurs. Merci Farid Rachid d'avoir été avec nous. Merci à vous. Président et fondateur d'élan Solidarité Versailles, l'association organise l'opération Pièce Rouge en faveur des personnes sans abri. Plus d'informations, je l'ai dit, sur la page Facebook de l'association. Côté culture, c'est une scène célèbre et mythique. Le théâtre Montansier de Versailles fête son 240e anniversaire. Au programme des conférences, des lectures, des représentations et une exposition. Elle a débuté ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine. Reportage de Mélanie Poquet.
Le théâtre Montancier, c'est avant tout une histoire de femmes. La première, Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montancier. Elle crée ce théâtre qui prendra son nom, inauguré le 18 novembre 1777 par Louis XVI. C'est un théâtre qui a la particularité d'être entre la ville et la cour. C'est ce qui fait sa spécificité. Il est d'abord situé géographiquement entre la ville de Versailles et le parc du château. Et il accueille au sein du public à la fois des membres de la cour et des Versaillais qui viennent assister à une programmation extrêmement riche. Près de 180 objets retracent l'histoire de ce lieu, peut-être moins connu que l'Opéra Royal ou le Petit Théâtre de la Reine. Des documents d'époque issus des collections de la ville, dont une lettre écrite durant la Révolution. Dans cette lettre, au moment où la Montancier est en prison, elle essaie de se justifier auprès des révolutionnaires et elle va inventer, prétendre qu'elle a été révolutionnaire avant la lettre en accueillant les Parisiennes au théâtre de Versailles durant les journées d'octobre. Le XXe siècle est lui aussi marqué par une femme, Marcelle Tassancourt, qui le dirigera avec son mari Thierry Molnier de 1961 à 1992. Marcelle Tassancourt était à la fois comédienne, metteur en scène. Elle a été vraiment une passeuse de théâtre à Versailles, en étant à la fois la directrice du théâtre. Elle a enseigné au conservatoire et elle a formé un certain nombre d'élèves qui sont aujourd'hui assez célèbres, certains comédiens, d'autres non, comme François de Mazières, l'actuel maire de Versailles, ou bien encore Muriel Mayette, qui dirige la Villa Médicis à Rome. Le théâtre Montancier se dévoile à travers ses programmations, ses succès, ses scandales ou encore ses rénovations. Un anniversaire fêté aux archives communales de la ville. Mario Kart, Sonic, Tomb Raider, ces noms vous évoquent sûrement des souvenirs d'enfance. Le rétro gaming était l'un des 7 pôles proposés au premier salon Montigny Games Day qui se tenait samedi dernier au centre sportif de Montigny-le-Bretonneux. Un événement pour les amateurs de jeux en tout genre, Nicolas Dandry et Aurélie Ronze. Être concentré, être habile avec ses doigts, voilà les secrets pour remporter une partie de FIFA. Le célèbre jeu de football sur console s'est invité à la première édition du Montigny Games Day. 30 personnes étaient inscrites pour ce challenge et c'est donc Gilles, 20 ans, qui a été le meilleur. Franchement c'est cool, c'est la première fois que je viens à un événement comme ça, j'ai jamais fait. Donc franchement c'était cool et j'espère qu'il y en aura d'autres. En plus des jeux sur console, les visiteurs avaient accès à des jeux d'arcade, de simulation, en passant par le traditionnel baby-foot ou le rétro gaming. L'événement se voulait intergénérationnel. On a vu aujourd'hui en fait les familles entières venir, donc c'est ça qui est important parce que des fois on peut avoir les parents qui viennent ou les enfants, mais là toute la famille est venue ensemble pour venir jouer. Chacun a trouvé son jeu. Delphine et Gilles sont venus en famille et ont pu effectuer un petit retour vers le passé. Ah oui, il y a celui-là aussi. Oh non, je suis en train de me faire battre. Dans la goule. Ça rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance et d'adolescence. D'adolescence, de grandes soirées passées devant les consoles. Et à l'époque, on pouvait pas terminer, on pouvait pas enregistrer. C'est bien qu'on vient de se souvenir. Les enfants maintenant, ils enregistrent et ils continuent le lendemain. Tandis que nous, quand ça s'arrêtait, ça s'arrêtait. Cette première édition du Montigny Games Day, initiée par le Conseil municipal des jeunes, semble avoir tenu toutes ses promesses en faisant le bonheur des amateurs de jeux. Un mot de sport avant de se quitter. Comme tous les mois de septembre depuis 1971, le tennis club du Grand Versailles organise son traditionnel Open, un tournoi qui marque la fin de la saison. Cette année, 496 joueurs s'affrontent sur 9 cours depuis le 6 septembre dernier. Les finales sont programmées ce dimanche 24 septembre. On écoute le directeur sportif du club au micro de TV78. Tout au long du tournoi, on voit une évolution du niveau, même si le niveau amateur, voir la confrontation entre deux joueurs, c'est très intéressant. Mais au fur et à mesure du tournoi, on voit le jeu s'accélérer, on voit moins de fautes, c'est un peu plus dense, c'est plus solide, ça va plus vite, comme à la télé. C'est la fin de ce 7-8 journal. Merci de l'avoir suivi. Replay et reportage à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV78. Bonne soirée à tous.